Monique n'a même pas levé les yeux en prononçant ces mots. Ta promotion ne compte pas. Jean-Pierre, mon père, n'a pas hésité non plus. Tu as eu de la chance. La plupart des gens se seraient défendus, auraient protesté avec véhémence. Pas moi. J'ai laissé leurs paroles flotter entre nous, s'installer dans le silence de la cuisine comme si elles n'avaient aucune importance, car la vérité était que j'attendais. J'attendais l'unique moment, l'instant précis qu'ils ne pourraient ni déformer, ni nier, ni étouffer sous le flot de leur propre certitude. Et ce moment, après des années de patience silencieuse, est enfin arrivé. Il est arrivé lorsqu'ils m'ont suivi à l'intérieur d'un immeuble qu'ils pensaient connaître, pour s'arrêter net, pétrifiés, devant la porte qu'ils ne s'attendaient jamais à voir, celle qui portait mon nom. Je m'appelle Chloé, et d'aussi loin que je me souvienne, ma famille a toujours traité mes réussites comme un simple bruit de fond, une interférence sans conséquence dans la symphonie de leur vie. J'ai grandi dans une vieille maison de campagne en Normandie, une bâtisse de pierre grise où les louanges coulaient à flot, mais uniquement en direction de ma sœur aînée, Sandrine. Tout ce que je faisais, en revanche, était accueilli par un haussement d'épaule, une correction tatillonne ou un rappel condescendant que je ne devais pas me monter la tête. Peu importait que je ramène des bulletins impeccables ou que je travaille 2 fois plus dur que n'importe qui d'autre. Monique, ma mère, possédait un don singulier pour aplatir chaque moment de fierté, pour le vider de sa substance d'un seul mot, d'un seul regard. Jean-Pierre, mon père, suivait son exemple, parfois sans même s'en rendre compte, comme s'il s'agissait d'une danse bien rodée. C'était le rythme de notre maison, sa voix à elle décidait de la valeur des choses, sa voix à lui acquiescer docilement, et la mienne apprenait à se faire toute petite, à ne pas déranger. Aujourd'hui encore, à 32 ans, ces schémas anciens résonnent avec une fidélité douloureuse. Lorsque je leur rendais visite le week-end, Sandrine monopolisait la conversation avec ses nouveaux achats, ses problèmes existentiels, ses projets grandioses, et mes parents se penchaient vers elle, buvant ses paroles comme si elle était l'oracle de la famille. Dès que j'osais mentionner mon travail, il hochait poliment la tête avant de pivoter vers un sujet plus digne d'intérêt. J'ai longtemps cru que je l'imaginais, que j'étais trop sensible. Mais avec le temps, la répétition du schéma est devenue trop flagrante pour être ignorée. Il ne croyait tout simplement pas que je puisse être celle qui réussit. C'est étrange, le favoritisme. Il n'est pas toujours bruyant ou ostentatoire. Parfois, il est silencieux, insidieux, comme la façon dont Monique demandait à Sandrine si elle avait besoin d'aide pour ses factures, tout en ne s'enquérant jamais de ma propre situation. Ou la manière dont Jean-Pierre se vantait du travail de ma sœur auprès des voisins, mais bafouillait, cherchant ses mots, lorsque quelqu'un lui demandait ce que je faisais. Il marmonnait quelque chose de vague, comme « du travail de bureau », comme si cette expression fourre-tout suffisait. Comme si les détails n'avaient pas d'importance, parce que, au fond, je n'avais pas d'importance. Je suis directrice dans une grande entreprise à Lyon. Je dirige une équipe qui me fait davantage confiance que ma propre famille ne l'a jamais fait. Mais je n'en parlais jamais à la maison. Évoquer sa réussite dans un lieu où l'on vous croit fondamentalement incapable, c'est comme verser de l'eau sur du sable. Elle disparaît avant même d'avoir touché le sol. Le dimanche précédant le grand jour, nous étions tous dans la cuisine de la maison normande. Sandrine se plaignait de retard de paiement, de papiers qu'elle n'arrivait pas à organiser. Monique s'est alors tournée vers moi avec ce ton qu'elle emploie lorsqu'elle feint la prévenance. Peut-être que tu peux t'occuper de sa paperasse, Chloé. Tu n'es pas trop occupée, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, une certitude ancrée dans sa vision du monde. Dans son esprit, mon travail ne pouvait en aucun cas être important. Mon père n'a pas levé les yeux de son café lorsqu'il a ajouté « Elle a le temps ». Elle a toujours le temps. C'est peut-être à cet instant précis que quelque chose a définitivement basculé en moi. Je n'ai pas protesté. Je ne les ai pas corrigés. J'ai simplement hoché la tête. Et ce hochement de tête silencieux fut le prélude de tout ce qu'ils n'avaient jamais vu venir. Ce soir-là, en rentrant chez moi, au volant de ma vieille Renault 4, je repassais leur voix dans ma tête. Chaque mot venait frapper la même ecchymose intérieure, celle qui n'avait jamais vraiment cicatrisé. J'étais entré dans cette cuisine en pensant que, peut-être, juste peut-être, l'annonce de ma promotion pourrait changer quelque chose. Qu'après toutes ces années à faire mes preuves dans mon coin, ils me verraient enfin différemment. Mais quand le moment était venu, quand j'avais dit « j'ai eu une promotion la semaine dernière », il avait fallu moins de 3 secondes à ma mère pour démolir mon espoir. « Ta promotion ne compte pas », avait-elle lâché en s'essuyant les mains sur un torchon,
comme si elle balayait des miettes. Aucune curiosité, aucune félicitation. Juste un verdict. Jean-Pierre n'avait même pas daigné me regarder. Tu as eu de la chance, avait-il ajouté, comme s'il commentait la météo. Sandrine avait eu un petit rire étouffé, tout en faisant défiler l'écran de son téléphone. Ça doit être sympa. Bref, Chloé, quand est-ce que tu peux regarder mes factures? Il faut que ce soit trié pour vendredi. La vie dans la pièce avait continué son cours, mais moi, j'étais figé. Quelque chose s'était resserré en moi. Ce n'était ni de la colère, ni de la tristesse, mais une clarté d'esprit que je n'avais jamais ressentie auparavant. Debout entre l'évier et l'îlot central, j'ai compris que rien de ce que je pourrais jamais dire n'aurait d'importance pour eux. Les mots ne faisaient que leur donner de nouvelles occasions de me rabaisser. Alors, pour la toute première fois, j'ai cessé de leur donner des mots. Je me suis contenté de dire « Je peux regarder ta paperasse. Apporte-la à mon bureau demain. » Monique a haussé un sourcil. Ton bureau? Pourquoi là-bas? L'incrédulité dans sa voix n'avait rien de subtil. Ce sera plus simple, ai-je répondu. Plus d'espace. Mon père a agité la main d'un air las. Imprime ça à la maison ou je ne sais quoi. Pas la peine de faire des manières. Je n'ai pas répondu. Ce silence les a déstabilisés bien plus que n'importe quelle dispute ne l'aurait fait. Sur la route du retour vers mon appartement à Lyon, les lumières de la ville se floutaient sur mon pare-brise. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais essayé de prouver ma valeur. Toutes les réussites que j'avais glissées dans nos conversations, espérant qu'elles finiraient par s'ancrer dans leur esprit. Toutes les déceptions silencieuses que j'avais avalées lorsqu'elles s'étaient évaporées. Et quelque part, entre deux feux rouges, j'ai compris quelque chose de fondamental. Je n'étais plus la jeune fille qui avait désespérément besoin de leur approbation. J'avais bâti une carrière, une vie, une confiance en moi qui ne dépendait plus de leur croyance en moi. Simplement, ils ne le savaient pas encore. Le lendemain matin, en arrivant au travail, mon équipe m'a accueilli avec une chaleur que je n'avais jamais reçue chez moi. Quelqu'un avait laissé une petite carte sur mon bureau. Félicitations, Chloé. Tu l'as amplement mérité. J'ai caressé les lettres du bout du pouce, sentant une force tranquille s'installer en moi. Ici, on me voyait. Ici, on me respectait. Vers midi, ma sœur m'a envoyé un texto, on arrive vers 15 heures. Ne sois pas en retard. Maman veut passer aussi. Évidemment qu'elle voulait passer. Dès qu'elle avait entendu le mot « bureau », sa curiosité s'était piquée. Pas de la fierté, non. De la suspicion. Je l'imaginais murmurer à mon père, « Allons voir ce que Chloé fabrique vraiment toute la journée. » Je n'ai pas corrigé cette présomption. J'ai passé le reste de l'après-midi à préparer non pas des documents, non pas des explications, mais un espace. Un espace pour que la vérité puisse exister par elle-même. Je n'avais rien besoin de répéter. La révélation n'était pas une performance que je devais orchestrer. Elle était déjà là, tangible, attendant derrière une porte en verre sur laquelle était gravé mon nom. Tout ce que j'avais à faire, c'était de les laisser entrer. Ils sont arrivés un peu en avance. Je les ai aperçus à travers les grandes baies vitrées du hall d'entrée alors que je discutais avec une personne de l'accueil. La posture de Monique était raide, ses lèvres pincées en une ligne fine, comme si l'air à l'intérieur du bâtiment était indigne d'elle. Jean-Pierre regardait autour de lui avec une légère confusion, comme s'il ne savait pas où se tenir dans cet espace vaste et impersonnel. Sandrine marchait quelques pas devant, serrant contre elle un dossier bourré de factures et d'avis de paiement qu'elle s'attendait à ce que je trie comme une assistante personnelle. Lorsqu'ils m'ont repéré, Sandrine m'a fait un signe de la main. Monique a froncé les sourcils, examinant les sols en marbre impeccable et le flux constant de professionnels qui se déplaçaient autour de nous. « C'est ici que tu travailles ?» a-t-elle demandé, le doute perçant dans sa voix. J'ai hoché la tête. « Suivez-moi. » Je n'ai donné aucune explication. Je ne me suis pas justifié. Le silence était devenu ma stratégie, et je l'ai laissé s'installer entre nous comme une fine couche de givre. Nous nous sommes dirigés vers les ascenseurs. Sandrine s'est penchée vers moi. « Alors, qu'est-ce que tu fais exactement ici ?» Son ton était ce mélange familier de curiosité et d'incrédulité, le même qu'elle utilisait pour demander à un enfant s'il avait vraiment fait ses lacets tout seul. « Je dirige une équipe », ai-je dit simplement.
Ma mère a eu un petit reniflement, un souffle à peine audible qui en disait long. Tu diriges quoi? Des papiers? J'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'ascenseur. Quelque chose comme ça. Les portes se sont ouvertes et ils sont entrés, s'attendant certainement à ce que j'appuie sur un bouton quelque part vers les étages intermédiaires, là où se trouvent généralement les équipes de support ou les petits départements. Au lieu de ça, j'ai pressé l'un des boutons les plus élevés. Les yeux de ma mère ont sauté de ma main au numéro lumineux. Pourquoi on monte si haut? A-t-elle demandé. Mon père s'est agité à côté d'elle. N'est-ce pas l'étage de la direction? Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence s'étirer à nouveau, cette fois en resserrant la tension d'un cran. L'ascenseur fredonnait sa montée silencieuse. Sandrine a laissé échapper un petit rire nerveux. Tu ne vas pas nous faire la visite guidée, hein? On a juste besoin d'aide pour la paperasse. On va y venir, ai-je dit. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur un couloir plus silencieux, au sol recouvert d'une moquette épaisse qui étouffait les sons. Des bureaux vitrés bordaient les deux côtés. L'énergie ici était différente, plus concentrée, plus maîtrisée. Des gens qui passaient m'ont salué d'un signe de tête. « Bonjour, Chloé », a dit quelqu'un en nous croisant. Ma mère a cligné des yeux. Ils te connaissent. J'ai commencé à marcher. Par ici. Mes talons produisaient un son doux sur la moquette, le genre de son qui évoque une confiance tranquille que mes parents ne m'avaient jamais associée. Ils me suivaient, leur pas mal assuré derrière moi. Nous approchions de l'extrémité du couloir, où un unique bureau en verre dépoli se tenait, légèrement à l'écart des autres. Sandrine a ralenti. « C'est le bureau de qui, ça ?» a-t-elle murmuré. J'ai tendu la main vers la poignée, mais avant d'ouvrir, je me suis décalé sur le côté. Leurs regards se sont levés vers la plaque de laiton et de verre fixée au mur. Chloé est directrice. Le nom était là, suspendu dans l'air, visible, indéniable. Monique s'est figée. Jean-Pierre a eu une inspiration brusque et sonore. La bouche de Sandrine s'est entr'ouverte, comme si elle cherchait à formuler une phrase mais ne savait pas où commencer. Je les ai regardés, observant la prise de conscience s'installer sur leur visage. Toutes les fois où ils m'avaient ignoré. Toutes les années où ils avaient traité mon travail comme un passe-temps sans importance. Toutes les phrases désinvoltes destinées à me faire sentir petite. Chaque bribe de ce passé se reflétait dans la façon dont ils fixaient cette porte. Ma porte. J'ai enfin parlé, la voix calme et posée. Tu as dit que j'avais le temps. Vous avez dit que je n'étais pas occupé. Vous avez dit que ma promotion ne comptait pas. J'ai passé légèrement les doigts sur le bord de la plaque. Mais c'est ici que je travaille. C'est ça que vous n'avez jamais voulu voir. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. L'instant avait son propre poids, une gravité qui pesait sur le silence du couloir. J'ai poussé la porte. Entrez. On va s'occuper de votre paperasse. Dès qu'ils ont franchi le seuil de mon bureau, l'air a changé. Ce ne fut pas un changement bruyant, mais je l'ai ressenti comme cette modification subtile de la pression atmosphérique juste avant qu'un orage n'éclate. Monique est entrée la première, serrant son sac à main comme si le cuir pouvait lui servir d'encre dans cette réalité soudainement mouvante. Jean-Pierre l'a suivi, ses yeux balayant lentement la pièce, absorbant chaque détail. La grande baille vitrée surplombant la ville de Lyon, les certificats encadrés au mur, le bureau épuré arrangé avec une intention évidente, le doux bourdonnement de mon ordinateur, ce luxe discret qu'il n'avait jamais imaginé m'appartenir. Sandrine est restée près de la porte, son regard allant de la pièce au couloir, comme si elle avait besoin de confirmer qu'il ne s'agissait pas d'un espace de travail partagé ou d'une salle de réunion empruntée. Elle n'arrêtait pas d'ouvrir et de fermer la bouche, testant silencieusement différentes réactions possibles, mais aucune ne semblait correspondre à ce qu'elle voyait. J'ai contourné mon bureau et je me suis assise dans le fauteuil en cuir, qui s'est légèrement ajusté à mon poids. C'était un mouvement simple, ordinaire, mais pour eux, il représentait la disruption de toute une vie de préjugés. Monique a regardé le fauteuil, puis moi, puis à nouveau la plaque sur la porte. Sa confusion se mêlait à quelque chose de plus acéré, quelque chose de cassant, une fierté qui arrivait bien trop tard. Une honte qu'elle n'était pas prête à nommer, et une incrédulité qu'elle ne pouvait plus masquer. Jean-Pierre s'est raclé la gorge. « Alors c'est vraiment ton bureau ?» « Oui, ai-je dit. »« Et tu es ?» Il a fait un geste vague,
comme si le titre sur la plaque n'était qu'une suggestion et non un fait. Directrice. Je vous l'avais dit. Tu n'as pas dit ce genre de directrice, a marmonné Sandrine, entrant enfin complètement dans la pièce. Ses doigts se sont tendus et ont touché le coin de mon bureau, comme pour une confirmation physique. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répliqué. Les lèvres de ma mère se sont resserrées. Eh bien, tu n'as pas vraiment expliqué non plus. Tu restes toujours si vague. N'importe qui aurait pensé que, j'ai levé une main, une interruption minime mais qui l'a stoppé net. Je restais vague, ai-je dit, parce que lorsque j'essayais de partager des détails, vous les balayez d'un revers de la main. Vous tous. Un silence de plomb est tombé sur la pièce. Jean-Pierre s'est agité. On ne voulait juste pas que tu te fasses de faux espoirs. Que je devienne trop ambitieuse. Trop fière? J'ai secoué la tête. Vous ne vouliez pas que je croie en moi, parce que vous-même ne croyez pas en moi. Monique s'est hérissée. Ce n'est pas juste. On sait juste comment le monde fonctionne. Il y a des gens qui ont du talent et d'autres qui ont de la chance? Ai-je demandé. Sa mâchoire s'est crispée. Sandrine, sentant enfin le poids de l'instant, a posé son dossier de facture sur la table avec une douceur inhabituelle, comme si un mouvement brusque pouvait briser quelque chose de fragile. Je me suis légèrement penché en avant. Vous vouliez voir ce que je fais réellement, n'est-ce pas? Vous vouliez que je vous aide avec votre paperasse parce que vous pensiez que j'étais assise dans un petit box, sans rien d'important à gérer. Ce n'est pas ce qu'on a dit. A vivement répliqué ma mère. Non, ai-je concédé. Vous n'avez pas eu besoin de le dire. Vous l'avez insinué toute votre vie. Mon père fixait les certificats derrière moi aux formations en leadership, récompense de projet, mon diplôme comme s'il s'agissait d'artefacts appartenant à une étrangère. Je ne savais pas que tu avais tout ça. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répété. Vous avez supposé que vous saviez déjà tout ce qu'il y avait à savoir sur moi. Ma mère a croisé les bras. D'accord, très bien. Tu as un bureau, un beau bureau. Mais ça ne veut pas dire que ma promotion compte? Ai-je demandé doucement. Elle a dégluti. Elle semblait vouloir argumenter, mais ne trouvait aucun mot qui ne la ferait pas paraître complètement en tort. Et c'était peut-être ça, plus que tout le reste, le véritable changement qui s'opérait dans cette pièce. Pour une fois, leurs mots n'étaient plus assez puissants pour réécrire la réalité. Je me suis tourné vers ma sœur. Ouvre ton dossier. Elle a hésité, puis s'est assise en face de mon bureau, étalant les papiers avec soin. Facture, avis de paiement, frais de retard. Elle paraissait soudain plus petite, non plus la fille favorite baignant dans l'attention familiale, mais une femme dont le sentiment de supériorité l'avait rendue aveugle. Je ne savais pas que tu travaillais comme ça, a-t-elle murmuré. Tu ne t'en souciais pas, ai-je dit gentiment. S'en soucier aurait signifié me voir clairement. Mon père a expiré lentement, comme s'il se dégonflait. On ne voulait pas te blesser. Vous l'avez fait, ai-je répondu. Mais je ne suis pas ici pour que vous vous excusiez. Je suis ici pour vous montrer qui je suis maintenant. Et pour que vos opinions cessent de décider quoi que ce soit dans ma vie. Monique a de nouveau balayé la pièce du regard, le scepticisme s'effaçant pour laisser place à quelque chose de plus doux, de plus calme. Je ne pensais pas, a-t-elle commencé, incapable de finir sa confession. Je n'ai pas rempli les blancs pour elle. Il suffisait qu'elle soit enfin à court d'explications. Pendant que je triais la paperasse, ils m'ont observé, non pas avec supériorité ou impatience, mais avec reconnaissance. Une véritable reconnaissance, celle qu'ils avaient toujours accordée gratuitement à ma sœur, mais qu'ils n'avaient jamais songé à m'étendre. Ma mère a ouvert la bouche plus d'une fois, comme pour dire quelque chose de significatif, mais à chaque fois, les mots se sont dissous avant de naître. Mon père s'est redressé, comme pour essayer de réconcilier la fille qu'il avait sous-estimée avec la femme en face de lui. Ma sœur n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à la porte de mon bureau, presque embarrassée par ses propres préjugés. Quand j'ai fini d'organiser les documents, je les ai mis de côté et j'ai croisé leurs regards, un par un. Je vais vous aider cette fois, ai-je dit. Mais je ne suis plus votre roue de secours, et je ne serai plus traité comme si j'étais inférieur. Ma mère a baissé les yeux sur ses mains. Mon père a hoché lentement la tête. Ma sœur a dégluti difficilement. Ils avaient compris.
Mais le véritable changement n'était pas en eux. Il était en moi. Pour la première fois, je sentais le sol ferme sous mes propres pieds. Stable, solide, le mien. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai tenue ouverte. Venez, je vous raccompagne. Ils se sont déplacés en silence, presque avec révérence, passant devant la plaque portant mon nom comme si la revoir pouvait les changer encore un peu plus. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce n'était plus mon fardeau. Devant l'ascenseur, ma mère a finalement parlé. « Chloé, pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit de tout ça ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Parce que vous n'avez jamais écouté quand j'essayais. » Les portes se sont ouvertes avec un doux carillon. Ils sont entrés, emportant avec eux le poids de leur prise de conscience. Je suis resté dans le couloir, regardant les portes se refermer entre nous, non pas comme une barrière, mais comme une séparation dont j'avais besoin depuis des années. Et lorsque l'ascenseur a entamé sa descente, je suis retourné à mon bureau, là où mon nom m'attendait, exactement là où il devait être. Quand je suis revenu dans mon bureau, la lumière de fin d'après-midi avait changé, baignant la pièce d'une douce lueur dorée. L'endroit semblait plus calme qu'auparavant, non pas vide, mais apaisé, comme si un poids immense avait enfin été déposé. Je me suis assise à mon bureau un instant, laissant le silence s'étirer. Pendant des années, j'avais imaginé ce que je ressentirais en étant enfin reconnu par ma propre famille. Je pensais que ce serait un moment triomphal, bruyant, explosif. Au lieu de cela, c'était paisible. Mon téléphone a vibré. Un message de Sandrine. Merci pour ton aide. Et désolé, on ne savait pas. J'ai tapé en réponse, vous auriez pu savoir. Vous n'avez jamais demandé. Puis j'ai posé le téléphone. Quelques minutes plus tard, mon père a également envoyé un texto. Court, maladroit, mais honnête. Nous nous sommes trompés sur toi. Fier de toi, Chloé. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Monique n'a pas écrit. Je n'étais pas surprise. Ce n'était pas le genre de personne à s'excuser par écran interposé. Si elle devait le faire, elle ruminerait ses pensées pendant des jours, voire des semaines, avant de décider quoi dire. Et pour la première fois, je n'attendais pas après elle. Avant de partir pour la journée, j'ai terminé d'organiser la paperasse que j'avais promis d'aider. Je l'ai fait efficacement, sans ressentiment. Le problème n'avait jamais été de les aider. Le problème était d'être traité comme si je n'avais rien d'autre à offrir. Maintenant, ils savaient. En éteignant les lumières et en sortant dans le couloir, je me sentais plus légère. Non pas parce qu'ils avaient